Je ne sais pas si vous m'entendez, si très bien. Bien, bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers élèves. Bienvenue dans cette salle pour assister aujourd'hui à une conférence mémorable. En présence donc de notre invitée d'honneur, Ginette Kolenka, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Je crois que vous pouvez déjà l'applaudir. Je vais commencer par quelques remerciements. Mon premier remerciement s'adresse à la communauté de communes du pays de Saint-Flour qui nous propose gratuitement cette salle et qui permet ainsi au plus grand nombre de pouvoir assister à cette conférence mémorable, comme je le disais. Mon deuxième remerciement s'adresse à mes collègues, donc Madame Vargas et Madame Coendi, donc professeurs documentalistes à Blaise Pascal et à La Vigière, qui sont vraiment à l'initiative de ce projet de faire venir Madame Kolenka chez nous, sur notre territoire, à Saint-Flour. Donc un grand merci à ces deux personnes. Au cours de votre scolarité, particulièrement donc en classe de 3e, vous avez abordé la Seconde Guerre mondiale et notamment la Shoah. Ce terme qui signifie catastrophe, qui signifie anéantissement d'un peuple tout entier, le peuple juif en l'occurrence. Madame Kolenka fait partie de ce peuple. Il s'agit en fait donc d'un processus qui a anéanti, qui a exécuté, qui a torturé 5 à 6 millions de personnes. Certains en sont revenus, c'est le cas de Madame Kolenka. Aujourd'hui, ils sont une poignée de survivants, moins de 100 au niveau national. Madame Kolenka traverse la France de long en large pour évoquer ce récit, ce qu'elle a vécu, ces atrocités. Donc c'est vraiment un honneur que de la recevoir, qu'elle soit là aujourd'hui parmi nous. J'espère que vraiment vous prenez conscience de cette chance que vous avez. C'est quelque chose que je suis certain vous souviendrez tout le reste de votre vie. Notre invitée d'honneur est vraiment Madame Kolenka et je veux vraiment la remercier au nom de tous de sa présence. Merci beaucoup pour tout ce travail, ce devoir de mémoire qui vous tient tant à cœur. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Merci encore. Mademoiselle, je vois une jeune fille, un monsieur qui est avec un t-shirt blanc. À côté, il y a une jeune fille. Vous avez vu qui vous étiez? La jeune fille à côté de ce jeune homme. Oh, ça m'énerve quand c'est comme ça. Vous connaissez les noms? Non, je ne les connais pas. Bon, alors on va arrêter de faire ça parce qu'ils sont là tous à se regarder. Il n'y en a pas un qui a l'idée de répondre. Eh bien, personne ne répond. Je ne vais pas poser de questions. Je vais me prendre différemment parce que ça m'énerve. Qui vous y interpelle? Non, c'est pas la peine. Il ne voit pas qui c'est. Alors, voilà. Bon, je présente à monsieur, c'est mon père. Il avait 61 ans, il n'a jamais eu 62 ans. Je présente ce petit jeune homme, vous êtes, non, c'est vrai que c'est pas la peine que je pose des questions, vous répondez pas. Vous êtes en 3e, je crois. Au fait, levez-vous tous ceux qui n'ont pas 15 ans. Regardez-vous. Regardez derrière vous. Eh bien, regardez-vous. Vous êtes tous debout. Eh bien, vous auriez vécu mon époque et vous auriez été juif ou juive, vous ne seriez pas vivant. Vous pouvez vous asseoir. Vous réalisez maintenant ce que ça veut dire qu'on a tué tous ceux qui n'avaient pas 15 ans. Est-ce que vous réalisez? Là, vous avez entendu parler de ça, bon, ben, on a tué ceux. Eh bien, vous avez vu, votre classe entière aurait été assassinée parce que vous étiez nés juifs. Voilà, c'était ça, Hitler.
J'espère que vous vous rendez mieux compte maintenant que quand on vous dit on a tué tant de personnes, vous vous rendez pas compte. Là, vous avez vu, toute votre classe aurait été assassinée. Simplement, qu'est-ce que vous aviez compris comme crime? Rien. Vous étiez simplement nés juifs. Voyez, l'époque. Alors, eux ont cette malchance, justement, d'être nés dans des familles juives. On les a assassinés. Ce petit jeune homme qui avait 14 ans, lui n'a pas été assassiné tout de suite, parce que comme il avait 14 ans, mais qu'il en paraissait un peu plus, on l'a laissé en vie. Mais malheureusement, il est parvenu quand même. Alors lui, c'est mon petit frère, il avait 12 ans, eh bien, à 12 ans, on ne rentrait pas. Hitler voulait bien laisser des Juifs en vie à condition qu'ils puissent travailler. Et pour lui, il avait des bases. On ne peut travailler que si on a plus de 15 ans. Et pour les femmes, moins de 45 ans. Et pour les hommes, moins de 50 ans. Voilà. Alors, vous voyez, c'était ça. Alors, comme on n'avait pas de carte d'identité, c'était l'apparence. C'est pour ça que dans les camps, vous avez eu des enfants comme mon neveu, qui n'avait que 14 ans, qui est rentré quand même dans le camp, et vous aviez des femmes qui avaient 48, 49, 50 ans, mais qui faisaient jeunes, eh bien, elles sont rentrées dans le camp. Voilà. Et les hommes, c'était 50 ans, donc il y en a quelques-uns qui avaient 52, 53, parce qu'ils faisaient jeunes. Donc, Hitler veut tuer tous les juifs d'Europe, mais comme on est des gens normaux, eh bien, comment va-t-il nous reconnaître? Alors, en Allemagne, on promenait les gens avec des panneaux, ils les faisaient circuler dans les villes, avec sur leur poitrail un panneau qui disait qu'ils étaient juifs. En France, on ne va pas s'y prendre de la même façon. En France, dès que Hitler a été vainqueur, il a tout de suite pensé à éliminer les Juifs. Donc, ils vont se réunir, on appelle ça pour la solution finale. Tout le monde, tous les officiers sont d'accord, il faut tuer tous les Juifs, mais comment va-t-on s'y prendre? Alors, on appelait ça la solution finale. Moi, je pense que ils se sont retrouvés dans un endroit, tous les officiers étaient autour d'une table et chacun donnait son avis. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Et il y en a un qui dit, mais dans le fond, moi, je suis ingénieur agronome. J'ai un produit miraculeux qui tue la vermine dans les champs. Ce produit miraculeux, vous l'avez trouvé? Je ne sais pas. Elle ne l'a pas trouvé. Eh bien, on ne l'a pas trouvé. Et il y a. Alors, ça s'appelle le Zyklon B. Ce sont des granules qui, on jetait ça dans les champs et ça tuait la vermine. Et comme d'un seul coup, on parle de vermine et que Hitler considérait les Juifs comme de la vermine, le rapport, puisque les Juifs c'est de la vermine, pourquoi qu'on n'essayerait pas ce produit-là pour les tuer? Et c'est de là qu'est venu les chambres à gaz. Ce produit qui tuait les bestioles dans les champs, eh bien, l'ingénieur a dit, et pourquoi qu'on n'essayerait pas? Et voilà. Alors, au départ, ils ne savaient pas la quantité qui était nécessaire, et petit à petit, ils ont étudié le nombre de boîtes de Zyklon B qu'il fallait pour tuer 1500 ou 2000 personnes à la fois. Et c'est là que, alors ce Zyklon B, au contact de l'air ambiant, devenait un gaz asphyxiant. Donc Hitler a trouvé le moyen de nous tuer dans les chambres à gaz. Alors, comment nous reconnaître puisqu'on est des gens tout à fait normaux? Alors, il va nous obliger à aller dans les... Alors, je ne sais pas, en France, dans les provinces, comment que ça se passait. Moi, j'habitais Paris. À Paris, il fallait aller dans les commissariats de quartier. On se faisait recenser, ils prenaient nos noms, nos adresses, et on sortait de chez eux avec sur nos cartes d'identité un gros tampon. Moi, je ne suis pas contagieuse.
Je me lève pour. Ah, pardon, Je suis comme ça excusez-moi. aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah bon, pardon. Alors, excusez-moi, il y a peut-être un monsieur qui va nous aider. Alors, on va mettre sur nos cartes d'identité un gros tampon marqué juif. Mais où est la carte d'identité? Je vais pas retenir, je vais faire les demandes et les réponses, ça sera plus facile. Eh bien, la carte d'identité, en principe, elles sont dans nos poches, dans nos portefeuilles, dans nos sacs. Mais c'est pas humiliant, ça. On ne le voit pas. Alors, ils vont nous faire porter sur nos vêtements une étoile en tissu jaune bordée de noir. Cette étoile d'être cousue sur le côté gauche. Alors, pourquoi côté gauche des vêtements? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, cousue solidement sur le côté gauche des vêtements. Maintenant, tout le monde voit qu'on est juif, et quand tout le monde voit qu'on est juif, il y a des lois qui vont être promulguées. Des lois qui vont nous empêcher de vivre, pour ainsi dire. Les juifs n'auront plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Les non-juifs, à l'époque, on les appelait des Ariens. Eh bien, plus le droit d'être en contact. Donc, il y a plein de métiers qui vont nous être interdits. Médecins, dentistes, chirurgiens, les artistes, les commerçants, plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Donc, résultat, on ne peut plus travailler. Mon père est un petit fabricant d'imperméables. Il a 2-3 ouvrières, il est juif, elles ne le sont pas, il n'a plus le droit d'être dans son atelier. J'ai 2 sœurs qui font les marchés, elles sont derrière leur étalage, qui s'approchent pour acheter, elles leur vendent. Elles n'auront plus le droit d'être derrière leur étalage. Ça pourrait inquiéter Ginette, parce que papa ne peut plus travailler, mes sœurs ne peuvent plus travailler, comment va rentrer l'argent? Mais Ginette, elle est un peu, c'est la plus jeune de la famille, et à âge égal, quand on est l'aîné, quand on est la plus jeune, eh bien le cerveau ne travaille pas de la même façon. Moi, je suis la plus jeune, papa ne travaille pas, mes sœurs ne travaillent pas, chouette, on va toujours être ensemble. Alors que quand ils travaillaient, c'était pas le cas. En effet, on était tous ensemble, seulement l'argent ne rentrait plus. Alors jusqu'en 42, on va vivre comme ça. Et en 42, un monsieur est venu nous voir. Il se présente, il travaille à la préfecture de police, il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, papa commence à s'inquiéter. Commissariat de quartier, c'est bien, mais c'est le quartier. Mais si ça va jusqu'à la préfecture, là, ça l'inquiète. En effet, on est dénoncé, pas comme juifs, puisque de nous-mêmes, on a été se faire recenser. On est dénoncé parce que nous sommes communistes actifs même. Alors, vous connaissez les opinions politiques de vos parents, peut-être, vous avez entendu parler. Moi, oui, je sais ce que c'est que le communisme, le socialisme, d'être de droite, d'être de gauche. Je sais vaguement ce que c'est, mais ça s'arrête là. Hein. Et j'apprends que, alors, mon père était peut-être d'opinion de gauche, mais surtout, on partageait l'appartement avec ma sœur aînée, son mari et son fils. Je voyais bien qu'eux avaient une vie un peu différente de la nôtre. Ils avaient beaucoup d'amis qui arrivaient quelquefois très tard le soir, qui partaient très tôt le matin. Il y en a qui restaient toute la journée sans bouger de la maison. Alors, ces amis bizarres, moi je les considérais comme des résistants. Le fait est qu'il y avait parmi les communistes beaucoup de résistants. C'est pour ça que Hitler en avait peur. Alors, des résistants, ça veut dire sabotage, ça veut dire des attentats. Communiste, c'est de la propagande. Donc, quand Hitler pouvait arrêter les communistes, vous pensez bien qu'il était bien heureux. Alors, ce monsieur nous prévient, vous êtes juif et vous êtes communiste, attention, vous allez être repéré et il nous conseille, alors que mon père ne voulait pas du tout quitter Paris,
de partir en zone libre. Dès que Hitler a été vainqueur, la France a été coupée en deux. Il y avait la zone occupée, la zone libre. Occupé libre, c'était comme si c'était deux pays différents. Et comment appelle-t-on l'endroit où les pays sont différents? Ça s'appelle une frontière. Et comme ce qu'il faut pour aller d'un pays à un autre, eh bien, il faut des papiers. Les papiers, vous vous rappelez que nos papiers, les Juifs ont dû aller se faire recenser et on sortait du bureau avec son carte d'identité un gros tampon marqué Juif. Eh bien, ce gros tampon marqué Juif nous empêchait de quitter, justement, d'aller d'un pays à un autre. On s'était fait recenser, on devait rester dans l'endroit où on s'était fait recenser. Vous aviez le droit de bouger, mais à ce moment-là, il fallait déclarer où on allait. On avait ce qu'on appelle des laissez-passer. Mais nous, si on veut partir clandestinement. Donc, alors, on va faire des faux papiers, puisque nos papiers, il y a ce fameux tampon juif qui nous empêche de bouger. Donc, on va faire des faux papiers. Tant qu'à faire d'avoir des faux papiers, on va choisir des noms de personnes qui sont d'identité, des noms bien français. On peut avoir un nom étranger sans être juif, mais toujours, on vous posera des questions. Ce nom-là, c'est pas un nom bien français. D'où tu viens? Donc, on va choisir, on va nous prendre des noms de camarades qui ne sont pas juifs. Ils vont prêter leur nom et on va faire des faux papiers à leur nom. Ces faux papiers, peut-être qu'ils sont bien limités. Nous, on les a payés cher. Donc, on pense qu'ils sont bien imités. Mais par contre, un professionnel va lui tout de suite se rendre compte, la couleur est peut-être pas tout à fait la même, l'épaisseur du papier pas tout à fait la même. Donc, attention, il vaut mieux ne pas être contrôlé. Donc, malgré nos faux papiers, on va passer clandestinement. Il y a des gens qui habitaient le long de cette frontière. C'est la Loire, c'était la Loire, la frontière. Hein. Il y avait des gens qui habitaient le long de cette frontière et qui ont observé les allées et venues des patrouilles, à quelle heure elles passaient, où elles passaient, et du coup, ils en ont fait un métier. Ils sont devenus des passeurs. Il y a énormément de personnes qui, alors qu'ils étaient rien du tout, après la guerre, sont devenus des gens avec des gros moyens. Leurs arrière-petits-enfants pourraient leur poser des questions. Mais comment que ça se fait? Avant, tu n'étais pas comme ci, maintenant tu es comme ça. Mais il ne faut pas leur jeter la pierre. S'ils n'avaient pas été là, comment on aurait fait pour aller en zone libre? Eux seuls connaissaient les chemins. Donc, s'ils ont été réguliers, merci messieurs, vous vous êtes enrichis, mais nous, vous nous avez sauvé la vie. Mais malheureusement, des brebis galeuses, il y en a partout. Et j'avais appris qu'il y a certaines personnes qui donnaient leurs clients. Mais j'ai appris aussi que c'était, s'ils ont donné leurs clients, c'était du chantage. Et qu'est-ce que nous, on aurait fait à leur place? En effet, la Gestapo les provoquait. On sait ce que vous faites. On pourrait vous mettre en prison. Eh bien, on va faire un marché avec vous. On vous laisse faire votre petit trafic. Enrichissez-vous, faites ce que vous voulez, mais vous devez nous donner vos clients. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à leur place? Moi, je pense que jamais j'aurais fait ce qu'ils ont fait, mais bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, il y en a qui ont donné leurs clients. Nous, mon père veut que on va passer tous ensemble de l'autre côté, en zone libre, puisque ce monsieur nous conseille, et papa ne veut pas qu'on passe tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il va nous partager en 4 groupes et un point de ralliement Aix-les-Bains. On s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains.
ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça s'est bien terminé. Mais pour certains groupes, ça s'est mal passé. Deux groupes, aucun problème. Tout ce qui avait été prévu est arrivé. Ils sont en zone libre maintenant. Un groupe, mon père, ma mère, une de mes sœurs, ont rendez-vous à Lyon. À Lyon, ils doivent trouver la personne qui va les aider, qu'on appelle les passeurs. Ils doivent être dans un tel wagon, à tel endroit. Ils vont arriver à Lyon. Ils sont dans tel wagon, à tel endroit. Normalement, la personne qui doit les contacter se trouve à la descente du wagon. Eh bien, ils sont sur le quai à la descente du wagon. Personne. Les gens qui étaient dans le train ont tous pris la direction de la sortie. Il reste sur le quai 3 personnes qui n'avaient pas le droit d'y être. Ma mère, quand elle raconte cette histoire, on a l'impression qu'elle est restée 8 jours sur ce quai. On est resté non, maman, t'es pas resté 10 heures, t'es resté quelques minutes, mais quand on est dans l'inégalité, quand on a peur, 1 minute, c'est 1 heure. Donc ce monsieur est arrivé avec un peu de retard, il les a pris en charge et ils sont en zone libre. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs. Nous, on a rendez-vous à Angoulême au buffet de la gare. Le train nous amène à Angoulême, il repart et nous, maintenant, on est au buffet de la gare. Dès que le train a quitté la gare d'Angoulême, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, plus personne n'a le droit de ni entrer ni sortir du buffet de la gare et vérification de papier. On a des faux papiers, on est jeune, on n'a pas peur, mais moi, j'ai eu la bêtise de garder dans mes papiers une carte avec mon vrai nom. On avait eu l'occasion, avec une de mes sœurs, d'être parrainés pour entrer au Racing Club. Le handball commençait à faire son entrée. Les gens ne connaissaient pas ce sport. On faisait des démonstrations dans les collèges, dans les lycées. Et j'avoue à mes sœurs que j'ai gardé cette carte. Je ne pouvais pas la déchirer. J'étais tellement fière de faire partie du Racing Club que c'était pas possible. On ne peut pas déchirer une carte comme ça, donc je l'avais gardée. Mais maintenant, elle est compromettante. Donc, mes sœurs me conseillent de demander à la sentinelle d'aller aux toilettes et puis je m'en débarrasserai. Donc, c'est ce que je fais. La sentinelle m'accompagne, elle ne m'a pas accompagné jusqu'au bout, mais elle est devant la porte et moi je suis derrière la porte et je vais déchirer cette carte et puis il va entendre. Je me dégonfle, j'ai peur, j'ose pas, je reviens avec ma carte et j'avoue à mes sœurs, ça n'a pas marché. On faisait la queue dans les couloirs pour aller dans les bureaux. Il y avait une dame avec nous, ou plutôt dans les rangs, peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, cette dame, elle avait une petite bouteille avec de l'alcool. Elle nous a entendu discuter. Quand mes sœurs, je suis remontée pour dire à mes sœurs, ça n'a pas marché, j'ai toujours cette carte. Eh bien, écoute, on va pas se casser la tête, on va la déchirer et on va avaler les petits... Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé d'avaler une petite boule de papier? Un petit bout de papier, une boule avec la salive, ça passe. Mais quand vous avez une carte d'identité, un carton assez épais, et que vous voulez le passer, ben la salive, elle n'est pas suffisante. Donc, cette dame qui était avec nous, alors je vous ai dit, avec nous, derrière nous, qui a entendu ça, nous a proposé sa bouteille d'alcool, et allez, un bout de carton, un petit peu d'alcool. Ça serait maintenant, je ne suis pas à me saouler tous les jours, mais une petite goutte d'alcool, peut-être pas comme moi, hein. Un petit bout d'alcool de temps en temps, ça m'arrive.
Eh bien, là, jamais, 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 ni mes sœurs non plus. D'ailleurs, on avait bu ne serait-ce qu'une petite goutte de vin. Donc, cet alcool m'a rendu euphorique. Ça y est, maintenant, c'est à nous d'être contrôlés. Vous êtes juive. Mais on aurait dû trembler de peur. Ça y est, on est découverte. Ça va être la prison, ça va être la déportation. Pas du tout. Ah bah tiens, voilà maintenant vous nous baptisez, on est juifs. Mais pas du tout. Et au lieu d'avoir peur, très décontracté, mais pas du tout. Vous avez qu'à contrôler. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais des amis nous avaient prêté leur nom et surtout, nous avaient indiqué les lieux des églises où ils s'étaient fait baptiser, première communion, leurs parents mariés. On avait donc 3 adresses d'église. Les églises, ça ne déménage pas. Vous avez qu'à vérifier. Eh bien, ils nous ont mis en prison. Ils ne nous ont pas cru sur parole comme ça. Ils nous ont mis en prison. On est resté combien de temps en prison à Angoulême? Je ne m'en souviens pas du tout. Quelques jours, 2 jours, bon, je ne me rappelle pas. Mais on était très décontractés avec peut-être pas l'aînée des sœurs, mais celle qui était au-dessus de moi, elle avait 4 ans ou 5 ans de plus que moi, mais toutes les deux, on avait exactement le même caractère, on aimait les mêmes choses, elle était sportive, eh bien, on faisait, on faisait partie des auberges de jeunesse, toutes les deux, eh bien, on connaissait un tas de chansons, quand on partait à la campagne, la journée à la campagne, et vas-y, quand on faisait des jeux, on campait. Ça, donc, je connaissais un tas de jeux de plein air, et quand on était pour sortir un petit peu, pour prendre l'air, quand on était en prison, eh bien, on mettait en pratique ce que l'on connaissait. Et avec ma sœur, on organisait des petits jeux. Les, les Allemands nous surveillaient, on ne le savait pas, mais ils nous surveillaient. Et quand ils nous ont convoqués au bout de quelques jours, on a vérifié, alors est-ce vrai, est-ce pas vrai? Vous n'êtes pas juive, de toute façon, on n'aurait même pas dû vérifier, rien qu'à votre comportement. On a vu que vous n'étiez pas juive, parce que les juifs sont comme si, on en a entendu, ils nous ont relâchés, on est parti et on est passé par un autre endroit, Chalon-sur-Saône, et là, ça s'est bien passé. On s'est retrouvé à Aix-les-Bains avec les autres. Aix-les-Bains, c'était pas le but. Aix-les-Bains, c'était pour qu'on se retrouve tous les groupes. On est là tous ensemble maintenant, et maintenant, on va partir pour Avignon. C'est ça le but. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur avait demandé de nous trouver quelque chose. La famille est grande, on veut vivre ensemble. Elles nous ont trouvé quelque chose, non pas à Avignon même, mais à Montfavet. Et là, toute la famille va vivre ensemble pendant 3 mois. Mais pendant ces 3 mois, papa avait un peu d'argent, mais maintenant, il n'y en a plus. Il faut absolument, ça devient urgent, que l'on travaille. Alors, j'ai 2 sœurs qui sont secrétaires de métier. Moi, j'ai fait 1 an d'école commerciale. J'ai obtenu un petit diplôme, mais j'ai jamais travaillé. Toutes les 3, à Avignon, on se renseigne, c'est pas une ville industrielle, il n'y a rien pour nous. Mais on nous indique peut-être que si vous alliez, alors on nous indique Vedène, un petit village à côté d'Avignon, là, vous avez une grosse boîte de Paris qui s'appelle Pichinet et qui, dès le début des hostilités, a déménagé ses bureaux de Paris à Vedène. Peut-être que là, vous auriez une chance. On a écouté, on a obéi. Le chef du personnel, mes sœurs, oh là là, mesdemoiselles, mais du personnel qualifié, n'attendez pas la semaine prochaine. Allez-y, commencez dès demain, on vous embauche. Mais vous, mademoiselle, vous reconnaissez que vous avez un petit diplôme. On ne peut pas contrôler. Le diplôme, vous ne l'avez pas avec vous, mais ça, c'est pas grave. On va vous faire un test. Mais par contre, nous aussi, on a des débutants. Alors, on n'a pas besoin de vous. Peut-être que j'ai la larme à l'œil, peut-être que
En tout cas, ce monsieur va se changer d'opinion. Oh, puis allez, on vous garde, on vous casera bien quelque part. Ça y est, on est 3 à travailler dans les bureaux. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Mon père se renseigne dans la ville d'Avignon. Est-ce que c'est possible? Mais naturellement que c'est possible. Mais attention, il va falloir une autorisation. Quand vous aurez l'autorisation, il va falloir de la marchandise. Quand vous avez la marchandise, l'autorisation, il vous faut du matériel. Et quand vous aurez tout ça, eh bien, tous les jours de la gare d'Avignon partent des cars. Tous les jours, il y avait une autre ville, on pouvait aller faire les marchés. Ça y est, tout le monde va travailler. En allant à droite, à gauche, se renseigner, jusque-là, on habite toujours en banlieue d'Avignon. Là, maintenant, ça va changer. Le maire d'Avignon est entré en communication avec mon père. Ils ont sympathisé. À mes sœurs, il leur a fourni un petit logement et à nous, une maison. En plein centre d'Avignon, cette maison était vide. Il nous l'a louée. Ma mère a beaucoup de goût en un petit meuble par-ci, un petit meuble par-là, un petit rideau, quelque chose de très familial sort de ça. On continue toujours à travailler dans cette boîte, mais maintenant, on habite à Avignon, et jusqu'au 13 mars 1944, on travaille comme ça. Le 13 mars 1944, on a arrêté de travailler dans les bureaux. Le maire d'Avignon nous a procuré une place sur les remparts d'Avignon. Il fait très beau, c'est 13 mars, c'est l'hiver, mais on est en Provence et les journées d'hiver ensoleillées. Mais par contre, ce jour-là, le 13 mars 1944, c'est une journée d'hiver ensoleillée, mais le soleil commence à chauffer. C'est une journée printanière. Je suis avec ma sœur, habituellement on est 2. Quand une partait la première, eh bien le lendemain, l'autre, à son tour, partait la première. Ce jour-là, on est 3. Une cousine est venue nous rendre visite. Donc, on est 3. Qui va partir la première? Toi, moi, elle, on tire au sort. C'est Ginette qui part la première. Mais Ginette, elle est rondouillarde. Ginette, elle veut faire du régime, elle est gourmande, elle n'y arrive pas. Eh bien, ce 13 mars, toutes les conditions sont là pour que je n'aille pas déjeuner. Le soleil, l'heure creuse, il n'y aura pas de clients. Je me vois en train de bouquiner au soleil ou me dorer au soleil. Eh bien, c'est moi qui dois partir la première. Eh bien, je laisse mon tour et c'est ma cousine et ma sœur qui vont partir à ma place. Moi, je vis sur mes réserves, je peux. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, en me vantant les qualités du repas. Oh, Ginette, t'as tort, il y a ci, il y a ça. Eh bien, Ginette, elle est gourmande, tant pis pour ma ligne, je vais à la maison. En cours de route, je ne vois rien de spécial, et d'ailleurs, j'étais dans mes rêves, j'en sais rien ce que je faisais. J'arrive à la maison. Et ça, je suis sûre et certaine, il n'y avait rien devant la maison. Je rentre, 3 messieurs sont là, des messieurs que je ne connaissais pas. Il y en a un sur la droite, je le vois de dos, je le vois de profil, il est habillé normalement, il n'y a rien qui me choque dans sa tenue. Et par contre, attention, sur sa gauche, là, c'est pas pareil. Il y a 2 messieurs sur sa gauche. 2 messieurs, manteau de cuir, chapeau de cuir. La Gestapo est à la maison. Les gens de la Gestapo faisaient tellement peur à tout le monde, ils étaient tellement contents de faire peur à tout le monde, que même en pleine canicule, ils gardaient leur manteau et leur chapeau. La Gestapo est à la maison. Et devant eux, il y a mon père. Je vous l'ai montré, il avait 61 ans. Il y a mon petit frère, Gilbert, il avait 12 ans. Il y a mon neveu, Jojo, il avait 14 ans. Jojo, mon neveu, habitait avec nous parce qu'en 1943,
Sa mère avait été arrêtée. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Mais par contre, son père avait tout de suite remplacé sa mère. Et lui, mon neveu, ne supportait pas cette femme. Donc, il est venu habiter avec nous. Pauvre gosse, il aurait supporté cette femme, eh bien, il n'aurait pas été peut-être arrêté, il n'aurait pas été tué. Peut-être qu'il serait là, lui aussi, en train de parler. Malheureusement, il ne supportait pas sa femme, cette femme, et il est venu habiter avec nous. La Gestapo est là, moi je m'amène le bec enfariné pour déjeuner. Est-ce que c'est mon père qui a parlé? Est-ce que c'est la Gestapo? Mon père qui nous aurait dit on est dénoncé, on est juif, ils viennent nous arrêter. Est-ce que c'est la Gestapo? Vous êtes juif, on vient vous arrêter. Moi, j'entends le mot juif. Quand on a passé la ligne de démarcation, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est vu, vous êtes juive. Mais non, on n'est pas juive. Ils nous ont mis en prison, ils nous ont gardés quelques jours, ils nous ont relâchés. Je crois que ça va être pareil. Mais non, on est... Ah non, là, c'est pas pareil. Là, il y a 3 personnes du sexe masculin devant eux. Je suis seule comme jeune fille. Il n'y a aucune preuve chez les femmes. T'es juive, pas juive, ça ne se voit pas. Tandis que chez les hommes, oui, il y a des preuves. Dans les familles juives, un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Je pourrais vous raconter l'histoire, je ne suis pas pour ça. La Gestapo est au courant de ce problème, de cette chose. On nous a arrêtés, ils viennent nous arrêter parce qu'on est dénoncé comme juifs. Moi, je dis, on n'est pas juif, eh ben, pas de problème, ils vont contrôler. Ils emmènent papa, Gilbert, Jojo dans la cuisine, ils les font déculottés, ils sont circoncis. Ça veut dire que ceux qui nous ont dénoncés ont raison. Immédiatement. Et c'est pour ça que je vous dis, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de voiture, ça c'est sûr, j'en suis sûre et certaine. Mais même s'il y en avait eu, je serais rentrée à la maison. Les voitures de la Gestapo, c'est les tractions avant. Il y a deux ou 3 tractions avant devant la maison. On nous pousse dans la première voiture et j'ai le temps d'apercevoir dans celle qui est derrière 2 hommes ou 3 hommes qui sont là, et parmi ces 3 hommes, un jeune homme. Depuis quelque temps, on était sur les remparts à vendre, et depuis quelque temps, il y avait un petit jeune homme qui passait devant nous. Alors j'ai l'habitude de blaguer, et comme là, ce n'est pas le cas, puisque je suis dans l'ombre et que je ne connais pas les gens, alors un jeune homme passe devant des jeunes filles depuis quelques jours, il ne parle pas, mais par contre, il fait des sourires. Quand on est une jeune fille, un jeune homme passe devant vous, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, moi, je suis aussi une jeune fille, mes sœurs, c'est ma cousine, une jeune fille. Ce jeune homme qui passe depuis quelques jours devant l'étalage, qui nous fait des sourires, qui ne nous parle pas, on pense qu'il nous drague. Eh bien, quand je l'ai vu parmi les gens de la Gestapo, j'ai toujours cru qu'en fait, c'était pas draguer qu'il faisait. Au contraire, les filles, vous riez, mais vous n'allez pas rire tous les jours parce qu'on va venir vous arrêter. Quand j'ai vu qu'il faisait partie de la Gestapo, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Le camp de Birkenau est très grand. Moi-même qui y étais, je ne savais pas, mais c'est au retour qu'on a appris que c'était immense. On pouvait avoir sa mère d'un côté, sa sœur de l'autre, sans le savoir. Donc, ce jeune homme faisait partie de la Gestapo. J'ai toujours cru, et quand je suis revenue, j'ai eu cette chance de revenir, non, en réalité, une dame
avait vu qu'on était arrêtés et elle était venue prévenir ma sœur et ma cousine de ce qui se passait. Alors ces personnes qui ont aidé les Juifs qui ont sauvé les Juifs, eh bien, on les appelle des justes. Cette dame, si je l'avais connue, si je l'avais revue, eh bien, je l'aurais fait décorer en tant que juste. Je ne l'ai jamais revue. J'ai su que cette dame était venue prévenir ma sœur et ma cousine qu'on était arrêtés. Elle les a emmenés dans une chambre. Ils sont restés cachés jusqu'au lendemain matin dans cette chambre. Et le lendemain matin, elle est venue les chercher pour les amener dans une banlieue d'Avignon où il y avait beaucoup de résistants. Après la suite, je ne l'ai jamais su exactement parce que mes sœurs se sont toujours senties, ma sœur et ma cousine, se sont senties responsables de notre arrestation. C'est parce qu'elles m'avaient vanté les qualités du repas que j'avais été déjeuner. Mais j'ai jamais pensé une seule fois qu'elles étaient responsables. C'est comme ça devait arriver, c'est arrivé. Il y aurait pu y avoir quelque chose peut-être de plus grave, j'en sais rien. En tout cas, je suis avec mon père, mon frère, mon neveu. On nous a jetés dans cette traction avant. On va passer la nuit à Avignon en prison. Le lendemain matin, on nous réveille. Vous restez pas là. Un car est là, à la sortie de la prison d'Avignon. Il est plein de Juifs qui ont été arrêtés pour ci, pour ça, pour ça. Et on est emmené à Marseille, à la prison des Baumettes. Là, je me prends pour une héroïne de film américain. À Avignon, les cellules, c'est des petites salles. Il y a des toilettes à la turque à l'intérieur de la salle. C'est moche, c'est sale. On rentre dans cette prison. Je me prenais dans un film américain. Pas de plafond depuis du sol jusqu'au toit. Et vous voyez des étages avec des cellules les unes à côté des autres. On va nous jeter dans une cellule. Je suis arrêtée. Alors, les femmes ont été dans un endroit, les hommes ont été dans un autre. Nous, on est dans une salle commune. Quand on nous a mis dans cette première cellule, on a cru bien faire. Moi, j'avais une petite chaîne. Il y avait des jeunes filles à côté de moi qui avaient peut-être un peu plus de bijoux. En tous les cas, on a cherché où est-ce qu'on pouvait les cacher parce qu'on pensait retourner dans cette cellule. Mais pas fou, les nazis. Ils nous mettaient dans cette cellule sachant que ce qui allait se passer. Donc, après, ils nous déménageaient, puis eux, ils avaient qu'à retourner dans la cellule et puis ils cherchaient partout. Alors, moi, je me souviens, j'avais mis ça sous la paillasse, j'avais une petite chaîne. Il y avait une autre copine, elle avait mis, elle, dans la chasse d'eau, elle avait mis ses petits bijoux. Donc, tout est parti naturellement. Alors maintenant, on est pas à Avignon, on va nous emmener à Marseille. Et là, on est à la prison des Baumettes et on va y rester. Alors, on y est arrivé le 14 mars. On va rester à Marseille jusqu'à fin mars. Tous les Juifs qui étaient arrêtés savaient que ça serait pour aller dans un camp de travail. Et je n'avais pas peur. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de travail? C'est sûr, ça va être un travail dur. Mais qu'est-ce que c'est qu'un travail dur pour une jeune fille qui est vendeuse ou dactylo? Eh bien, travailler dans les champs ou travailler en usine. Mais c'est quand même... Il y a des gens qui font toute leur vie travailler dans les champs, travailler en usine. C'est plus dur que ce que je fais, mais c'est pas mortel. Donc, je n'ai absolument pas peur. Je me retrouve avec mon père. On va aller à Drancy. À Drancy, c'était un lieu un peu spécial. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes vivent en famille sur leur lieu de travail. Donc, ils avaient commencé à construire des gratte-ciels qui étaient sortis de terre, c'est-à-dire pour loger les familles. Et à la base de ces gratte-ciels, ils avaient commencé à créer des bâtiments pour en faire des bureaux, ce que je sais. Donc, ça représentait une très, très grande cour
rectangulaire avec, autour de cette cour rectangulaire, des bâtiments d'un étage ou 2 étages, je ne m'en souviens plus, et derrière ces 1 ou 2 étages, les gratte-ciel pour les familles. Hitler arrive, cet endroit-là lui parle, c'est un peu en dehors de Paris, mais c'est quand même Paris. Il va terminer les travaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des fenêtres, tout simplement. Le restant, ciment au mur, ciment au sol, ciment au plafond. On va y rester à Drancy. Le minimum, c'était une dizaine de jours. Il y en a qui sont restés plus longtemps. Il y a des personnes qui n'étaient pas déportables. Les femmes de prisonniers de guerre et les enfants des prisonniers de guerre, normalement, n'étaient pas déportables. Eh bien, malgré tout, ils les ont quand même déportés, mais au lieu de les déporter à Birkenau, où on tuait les personnes d'un certain âge et tous les enfants, eh bien, ils les ont emmenés à Bergen-Belsen, qui est un camp de concentration et pas un camp d'extermination. Donc, il y a des enfants qui maintenant sont des adultes qui sont quand même relativement jeunes par rapport aux déportés, mais qui ont quand même connu la déportation. Ce sont les enfants de prisonniers de guerre. Nous, on est à Drancy. J'ai pas un mauvais souvenir de Drancy, bien au contraire. Le premier jour, c'est toute la journée, on ne travaille pas. Je suis avec mon père. Je ne sais pas quoi trop dire à mon père. Maintenant, les pères, les papas chahutent avec leurs enfants. Moi, j'ai pas connu ça. Papa, c'était le seul personne qui ramenait de l'argent à la maison. Donc, ma mère nous apprenait à respecter mon père. On n'aurait pas risqué de chahuter avec papa. Non, papa, c'était celui qui ramenait l'argent. Donc, papa, il ne faut pas l'énerver, papa, il ne faut pas le fatiguer, papa, il ne faut pas blaguer, papa, il a des soucis, papa. Donc, j'étais intimidée avec mon père. Qu'est-ce que je vais dire toute la journée comme ça? Alors, le premier jour, je suis avec lui, je ne sais pas quoi dire, alors je lui racontais ce que je pensais. Papa, on est dans un camp, c'est un camp, on va aller dans un camp de travail. Toi, papa, tu as 61 ans, tu es vieux. Il ne va pas être content quand je disais ça. Maintenant, je dis qu'il était jeune. Mais papa, tu as 61 ans, tu es vieux, tu ne pourras pas faire ce qu'on va faire, Jojo et moi. Jojo a 14 ans, mais il est costaud. On a l'impression que c'est un petit jeune homme de 15-16 ans. Et puis moi, j'ai 19 ans. Eh bien, nous, tous les deux, on va travailler dans les champs ou on va travailler en usine. Mais toi, tu es trop vieux, papa, tu ne pourras pas faire ça. Mais quand tu étais jeune, tu nous disais que tu fabriquais des pantalons. Dis-leur. Peut-être qu'il y a un atelier pour faire des réparations. Dis-leur que tu sais piquer à la machine. Jamais mon père n'a ouvert la bouche. Il m'écoutait. Il m'écoutait. Si il m'avait dit, mais Ginette, descends sur terre, arrête de rêver, regarde autour de toi. Dans la cour de Drancy, il y avait tous les représentants de l'humanité, de la femme enceinte, de l'enfant, de la personne âgée, de la personne handicapée. Tout ce monde se baladait dans la cour de Drancy. Je les voyais, et comme les nazis nous disaient qu'on allait dans un camp de travail, je les croyais. Mais papa aurait pu me dire, Ginette, arrête de rêver, regarde cette dame, regarde ce monsieur, regarde cet enfant. Vous aviez des gens qui se promenaient maladifs, avaient du mal à marcher. Il y avait la dame qui me montrait, c'était une femme. Il y avait 2 jeunes filles qui l'aidaient à marcher. Alors, tu crois qu'on a arrêté cette dame pour travailler? T'as vu dans quel état elle est? Et regarde un peu, t'as vu ce petit garçon? Quel âge il a? Il a quel âge? Il a 8 ans, 9 ans. Tu crois qu'on l'a arrêté pour travailler? Et regarde ce monsieur. Il est handicapé de la guerre de 14 ou de la guerre... Ah, mes bijoux. Ah, si je perds mes bijoux, c'est foutu, là. Alors, je les enlève. Voilà.
Et tu crois qu'on les a arrêtés pour travailler? Non, non, moi j'ai peur. Il y a quelque chose qui se trame. Jamais il ne m'a dit ça. Et moi, je voyais ce qu'il voyait. Les nazis disaient qu'on allait dans un camp de travail. J'allais dans un camp de travail. Alors, maintenant, ça y est, c'est le matin. On nous a dit la veille, c'était le 12 avril 1944, on vous prévient, c'est demain matin, c'est le départ. Vous avez des bagages, vous les prenez, 6 heures du matin dans la cour. 6 heures du matin dans la cour de Drancy, pas de hurlements, pas de cris, ça se passe pas tout à fait calmement, parce qu'on s'est fait des amis à Drancy, tant qu'à faire. Les autobus sont derrière la porte de Drancy, donc on va peut-être aller dans ce camp de travail en autobus. Alors on veut être avec la famille, et puis avec les amis qu'on se s'est fait à Drancy, tant qu'à faire. Ah, moi, je suis contente. Je suis dans l'autobus, il y a ma famille et les amis que je me suis fait. En plus, dans l'autobus, pour nous surveiller, il y avait un gendarme français, un gendarme allemand et un agent de police. L'autobus va partir, il va s'arrêter devant une gare. J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. Quand je suis rentré, on m'a dit que c'était la gare de Bobigny. Alors, on descend du train, on va se diriger vers un quai de gare et devant nous, il y a des wagons. Un train avec des wagons. Tous les wagons sont ouverts comme celui-là, c'est-à-dire vides. Un train comme ça, c'est pas un train pour les voyageurs, c'est un train de marchandises, c'est un train pour mettre les animaux. Moi, je pense que ce train va partir et puis il va y avoir un train. À l'époque, il y avait 3 classes. Maintenant, il n'y en a que 2, la première et la seconde. À mon époque, il y en avait 3. Les 3e classes, c'était des banquettes en bas. J'ai toujours voyagé en 3e classe. Papa n'avait pas les moyens. Eh bien, je pense qu'on va trouver. Donc, devant nous, un train avec des wagons ouverts. Il n'y a rien dans les wagons. Moi, je pense que ce train va partir et va laisser la place à un train où il n'y aura que des wagons 3e classe. Eh bien, pas du tout. Ce train, ces wagons, c'est pour nous. On va nous pousser. Il faut faire vite. Il faut monter dans ces wagons. Alors, comment on fait les personnes handicapées, comment on fait les personnes enceintes, comment, en tous les cas, il faut faire vite. On est dans les wagons, comment on est monté, je n'en sais rien. Les portes vont être verrouillées et maintenant, on découvre les lieux. Nous, on n'a pas de chance. On est dans un wagon, on est dans l'obscurité, pas totale. Il y a quand même des fenêtres sur le côté, mais ces fenêtres, elles sont avec des volets. Alors, il y a l'air qui passe, il y a un peu de lumière par la base des volets, et puis les planches aussi, qui ne sont pas très soudées et qui laissent passer un petit peu de lumière et un petit peu d'air. On arrive, on ne s'est pas encore installé, les portes ont été verrouillées, maintenant on va s'installer. Il y en a qui avaient des bagages, ils sont montés avec leurs bagages, les bagages vont être dans un coin du wagon et le reste de la superficie, on va se les partager. Eh bien, nous, on a tous été assis. J'ai des camarades qui, leur souvenir, une partie était debout, une partie était assise et on se relayait. Non, nous, on a tous été assis. Mais quand j'ai placé mes jambes et nos jambes étaient mélangées avec celles des autres, mais comment on va faire quand on va se lever pour ne pas marcher sur les pieds des uns des autres? Je ne sais pas comment on s'est débrouillé, mais... Alors, le train démarre, il ne s'arrête pas, et puis il y a la nature qui est là quand même. Maintenant, on a besoin d'aller aux petits coins. Ben, des petits coins, il n'y en a pas. Ben, comment qu'on va faire? Alors, quand on est rentré dans le wagon, il y avait un seau qui était là, qui nous gênait. Il a été mis dans un coin, et puis on s'est installé. Vous vous rappelez, ou je ne sais pas si je vous l'ai dit, de Drancy, on avait eu le droit de partir avec chacun une couverture sur le bras gauche. Et mon père était très content de me montrer qu'il avait tellement maigri, dans son pantalon, il avait mis 2 couvertures.
À lui tout seul, il avait 3 couvertures. Donc, il s'était installé pour s'asseoir sur ces 3 couvertures. C'était plus confortable que de s'asseoir sur une couverture. Quand il a fallu isoler pour faire ses besoins, eh ben, il a donné une couverture. Et d'autres en ont fait autant. Ça fait qu'on a quand même isolé le lieu. Isolé, ça ne veut pas dire qu'on n'entendait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne sentait pas. Et on a roulé comme ça 3 jours. Moi, je répète 3 jours, mais je ne me rappelle pas du tout comment j'ai passé ces 3 jours. Le train va s'arrêter, les portes vont être déverrouillées, un moment super agréable. Dans ce wagon, c'était une odeur affreuse. Vous étiez 50, 60, 70, je ne sais pas exactement combien qu'on était, des personnes qui ne s'étaient pas lavées, des personnes qui avaient fait leurs besoins sous eux, les personnes qui étaient assises à côté de ce seau quand elles ne savaient pas à quoi le servir, ce seau. Alors, comme on a des besoins, il a bien fallu se soulager, le seau était là, bon, seulement les gens qui étaient à côté, eh bien, quand il y avait des secousses, ils recevaient des éclaboussures, donc c'était vraiment pas... Alors, à un moment donné, on avait des besoins, mais ils ne nous laissaient pas nous approcher. Ils recevaient des éclaboussures parce que le seau était plein et qu'on n'avait pas pu le vider. Donc, les portes vont être déverrouillées, un moment super, super agréable. Un air froid, froid, froid a pénétré dans le wagon. En un quart de seconde, la mauvaise odeur a disparu, mais en même temps, il y a alors un homme ou 2 hommes, je ne me souviens plus, sautent dans le wagon et nous éjectent du wagon. Schnell, il parle en allemand naturellement, il faut descendre tout de suite. Alors, mais il y a des bagages. Les mamans veulent habiller les enfants, on leur a enlevé les chaussures, on leur avait... Non, il faut descendre tel qu'on est, et je suis prête à descendre. Je suis assise sur le sol du wagon, prête à sauter sur le quai comme on me le demande. Quand j'entends des hurlements, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se dit? Moi, je ne comprends pas un mot d'allemand. Les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, les personnes qui n'aiment pas marcher. Le train s'est arrêté, ce n'est pas le camp. Le camp, il va falloir marcher à travers champs, ça va être très dur. Donc, on a mis à votre disposition, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont fatiguées, pour les personnes qui n'aiment pas marcher, on a mis à votre disposition des camions. Ils sont là pour vous. En effet, on voyait des camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, prenez le camion. Eh bien, papa Gilbert m'ont écouté. Je voulais leur faire un petit bisou avant qu'ils montent sur le camion. Ils ne sont plus là. C'est pas grave. Sans arrêt, ces messieurs. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Vous allez tous vous retrouver dans le camp. Et maintenant, on est en rang et on va partir. Ceux qui sont montés sur les camions sont sur les camions et nous, on va partir à pied. Et on est à travers champs. Nos pieds, nos petites chaussures rentrent dans la terre, restent collés dans la terre. Il faut faire des efforts pour mettre un pied devant l'autre. Et ceux qui nous accompagnent, schnell, schnell, schnell. Et là maintenant, on est là. Et c'est là qu'on a. Alors, tous les hommes, on nous prévient, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Alors, vous avez la foule, vous l'avez montré. Hein, et alors, maintenant, de nouveau, les ordres vont arriver. Vous vous mettez 5 par 5. Et 5 par 5, on va passer devant ces messieurs. On va faire une petite halte de 1 minute peut-être, je ne me souviens pas non plus très, très bien. Et eux, pendant cette minute, vont nous observer. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Je suis avec un petit groupe de personnes qui, un peu mon genre, on est jeunes, on est sportifs, il y en a des plus vieux, des plus vieilles que moi, il y en a des plus jeunes que moi, et nous, on va partir à pied. Et les autres, on va les faire monter sur les camions. Et à pied, c'est vrai, c'était pénible.
on rentrait on était à travers champs, nos chaussures collées dans la terre, il fallait faire des efforts pour mettre un pied devant l'autre, et c'est là maintenant qu'on va découvrir le camp. Alors moi, je voyais un camp de travail avec le travail, c'était, pour moi, je vous l'ai dit, c'était l'usine ou les champs. Eh bien, l'usine, je voyais devant moi pendant qu'on marchait, de la fumée, des cheminées, une odeur un peu bizarre qui s'en dégageait. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, peut-être des produits chimiques, ça dégageait une odeur indéfinissable. Et puis les champs, eh ben, j'étais dedans, je les traversais. Mais maintenant, on est dans le camp, et je voyais un camp avec un endroit pour loger ceux qui travaillaient dans ce camp. Et puis l'usine, eh ben, l'usine, c'est là, elle est là. Et le camp, je suis maintenant dedans. Et un endroit pour loger les ouvriers, ben, il y en a à perte de vue des baraques, des baraques, des baraques. Ben, là, c'est un drôle de camp de travail, mais bon, ça doit peut-être exister. Moi, je ne connais pas. Et maintenant, je suis dans ce camp. On croise ce camp, il est entouré de barbelés. Ces barbelés, vous les montrez? Ces barbelés sont entrecoupés de petits bâtiments. On apprend que ce sont que ces bâtiments, ça s'appelle des miradors. Vous avez des miradors où on voit les soldats mitraillettes au poing dirigés à l'intérieur du camp, mais il y a d'autres miradors beaucoup plus éloignés les uns des autres et on aperçoit des silhouettes en hauteur avec des jumelles. J'ai jamais été dans un camp de travail, je ne m'imaginais pas ça du tout. Et maintenant, ça y est, on est dans le camp, on croise des personnes un peu bizarres, elles nous regardent, par en dessous, pas franchement, et elles sont mal habillées, on a même l'impression qu'elles n'ont plus de cheveux. Moi, je pense qu'il y a un camp d'aliénés dans ce camp de travail. Mais pensez, pas penser, on est dans une salle. On est rentré dans une salle, elle est vide, pas complètement. Il y a quelques tables, 3, 4 tables. Derrière ces tables, il y a des femmes, elles sont 2 par table. Et nous, maintenant, on est devant. Les ordres arrivent. Déjà, il faut être en rang, et ces messieurs les nazis, un rang, c'est pas n'importe quoi. Il faut être très au garde à vous. Il ne faut pas que tu aies un pied plus en arrière que l'autre, plus en avant. On reçoit des coups de pied, et un coup de pied sur les talons, un coup de pied sur les doigts de pied, et ça y est, on est rangé comme ils veulent. Et les ordres arrivent. Déshabillez-vous. Alors, on a des manteaux, on enlève les manteaux. On a des vestes, on enlève les vestes. Schnell, schnell, ça veut dire qu'il faut encore enlever quelque chose. Alors, on a des pullovers, on les enlève. Il faut enlever les jupes. Maintenant, on est en combinaison. À l'époque, toutes les femmes portaient des combinaisons. Il faut les enlever. Alors, on est en culotte et soutien-gorge. Eh bien, ça aussi, il faut les enlever. Ils exigent de nous une nudité totale. Je ne sais pas, quelques camarades, comment qu'elles ont pris cette nudité totale. Moi, ça a été un choc terrible. Peut-être que je suis plus pudique, je ne sais pas. Je suis malade de honte. Je suis nue. Il n'y a que des femmes. Je n'ai pas vu d'hommes. Mais ça fait rien, je ne connais pas ces femmes. Et je suis nue devant elles, complètement nue. J'ai 2 mains. Je cache mes seins, je cache mon sexe. J'ai les yeux fixés sur mes doigts de pied. Mais de temps en temps, j'ouvre les paupières pour découvrir que des personnes ont des corps qui ne sont pas du tout comme le mien. Mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir des ventres comme ça. Mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir des cuisses comme ça. Moi, je me voyais, et puis quelquefois, je voyais mes sœurs aussi, mais mes sœurs étaient jeunes. Donc, jamais, jamais j'aurais cru. Et là, je découvre qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout le même corps. Alors maintenant, on va nous habiller. Souvent, je demande aux personnes qui sont devant moi,
comment vous voyez les déportés habillés. J'ai souvent des idées, vraiment, je me dis où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Mais alors, ce que j'entends et ce que j'essaye de faire dire, des vêtements rayés. J'essaye de leur faire dire ça parce que non, les Juifs, on n'a pas le droit aux vêtements rayés. On est Juifs, on est de la vermine, ils ne vont pas nous donner des vêtements, les uniformes. Pas du tout. Non, nous, on va nous habiller avec les vêtements que les Juifs, quand ils ont été arrêtés, ont emmenés avec eux. Alors, vous aviez des catégories de personnes. T'es arrêté, on te dit de prendre quelques vêtements, tu vas prendre ce que tu as de mieux. Et puis, il y a l'autre catégorie qui va, au contraire, prendre ce qu'elle a de plus moche. Et quand on arrive dans le camp, vous vous rappelez, dans les wagons, on n'a pas le droit de prendre les bagages. Eh bien, ces bagages sont pris par un groupe qu'on appelle un commando, et ce commando qui prend les bagages dans les wagons, eh bien, ça s'appelle le Canada. Pourquoi le Canada? C'est une sensation de bien-être, de richesse. Et en effet, ceux qui travaillent dans ce commando, la chance qu'ils ont, ils vont avoir un bagage devant eux, on va leur dire d'ouvrir le bagage et de trier ce qui est dedans. Ils vont trouver de la nourriture, ils vont trouver des vêtements, ils sont mal habillés, on n'a pas le droit. Maintenant, tout ce qui est dans le corps, ça appartient à l'Allemagne. Mais on va prendre le droit. Et au lieu d'avoir sur le dos un pull-over qui ne vous va pas, ou quelque chose qui est trop petit, ou quelque chose qui est trop grand, ou au contraire, vous avez froid et on vous a donné qu'un petit maillot de corps, eh bien, vous avez devant vous des vêtements, vous n'avez pas le droit de les prendre pour vous, mais vous avez quand même risqué de le faire. Et donc, travailler au Canada, c'était vraiment une très, très grande chose. Moi, je n'ai pas travaillé au Canada. J'ai pas eu de chance pour le travail que j'ai fait parce que ça s'appelait ce que j'ai fait le Hossein Commando. C'est-à-dire que depuis mon arrivée à Birkenau jusqu'au départ, j'ai toujours travaillé à l'aspect du camp. Quand on est arrivé, nous, quand on est arrivé en 1944, le camp déjà avait un petit peu de figure humaine. Mais ceux qui sont arrivés en 41, 42, c'était des champs. Donc, petit à petit, les champs ont été transformés en route, et en rue, en route, on a construit des baraques. Et quand nous, on est arrivés, moi, j'étais pour justement m'occuper de l'aspect du camp. Le terrain est très, très marécageux. Et bien, petit à petit, en creusant des fossés, dans tous les coins du Birkenau, on a réussi à assécher un peu le terrain. J'ai creusé des fossés, j'ai fait des routes, j'ai installé les rails. Nous, quand le train est arrivé, il s'arrêtait en dehors du camp. Il fallait traverser les champs, vous vous rappelez, à pied. Cet endroit où on arrivait s'appelait la Judenrampe, et c'était là qu'il y avait la sélection. Toi, tu vas travailler, donc tu vas partir à pied. Toi, tu ne travailleras pas, mais on ne sait pas. Toi, tu vas mourir parce que tu es trop jeune, parce que tu es trop vieux. On va t'obliger à monter sur les camions. À cet endroit où il y a la séparation de ceux qui vont vivre et ceux qui vont mourir, ça s'appelle la Judenrampe. Jusqu'au mois de mai, ça a été à cet endroit-là. Et à partir du mois de mai 1944, comme on a construit, on a installé des rails qui amenaient le train jusqu'au pied des chambres à gaz, eh bien les rails, qui les a installés, mon commando. Je peux vous dire que ça n'a l'air de rien. Quand l'hiver, on avait les mains collées par le froid sur l'acier, et quand l'été, il faisait chaud, on avait nos mains qui brûlaient sur l'acier. Et maintenant, les trains arrivaient au pied des chambres à gaz. Je suis resté à Alors, au début, on est en quarantaine, c'est-à-dire que
la quarantaine, moi je pensais, on a des maladies, peut-être qu'on va ramener de France de la scarlatine, la rougeole, donc on nous met un petit peu à part. Non, la quarantaine, c'est pour nous apprendre ce que c'est qu'être dans un camp d'extermination. Alors, le premier jour, on, on apprend que dans cette partie du camp, on ne travaillera pas, on va simplement apprendre ce que c'est que la discipline, mais les capots qui sont là ne comprennent pas ça comme ça. Tu es là, t'es capot, on va te faire des corvées, et je me rappelle que la première corvée que j'ai à faire, je suis avec une dame, on nous a mis un espèce de plateau avec 2 poignées, il n'y a pas de roue, on porte ce plateau, il est un peu creux, on nous amène devant un tas de pierres et la capot nous explique il faudra le remplir, courir pour le vider, courir pour le remplir. Alors, on a un tas de pierres devant nous, il faut le remplir, on le remplit. Mais quand on l'a soulevé, ah, c'était pas du tout pareil. Mais c'est trop lourd, on ne peut pas porter ça. Alors, personne n'était là pour nous surveiller. Un tour, on en a un petit peu moins, 2 tours, on en met encore un petit peu moins, et puis on était très, très décontractés. La personne qui était devant moi était une Marseillaise, elle parlait avec un accent très prononcé, accent du Midi. Peut-être que c'était ça qui me faisait que j'étais souriante, peut-être que on était début mai, le soleil, le travail était amusant parce que à chaque fois on mettait quelque chose de moins dans la vie. On ne s'était pas rendu compte que quelqu'un nous surveillait. Cette personne qui nous surveillait nous tombe dessus. Elle aurait pu être la petite fille de celle qui était devant moi à porter le train. Et elle commence à nous parler, à nous disputer en allemand. On ne comprend pas. La personne qui est devant moi parle français, on comprendra. Eh bien, voilà, première chose, elle commence, la personne, à lever la main. Instinctivement, cette dame, ça aurait pu être sa petite fille qui l'engueulait, eh bien, veut prendre la main pour l'arrêter puisqu'elle est en train de vouloir la battre, on n'a pas le droit. On ne le savait pas. On doit se laisser insulter, on doit laisser se battre, on n'a pas le droit de les regarder, il faut avoir les yeux baissés et surtout, se laisser frapper. On ne le sait pas, elle ne le sait pas, elle reçoit une gifle tellement forte que cette pauvre femme tombe par terre. Eh bien, par terre, c'était la toute première fois que j'ai vu qu'un être humain était capable de frapper un autre être humain. Elle était par terre, cette pauvre femme, et cette espèce de jeune la frappait à coups de botte. Elles ont toutes celles qui nous commandent ont des espèces de matraques avec elles. Et vas-y que je te tape, et vas-y des coups et tout. Cette pauvre femme par terre commence à saigner, l'arcade sourcilière, la lèvre. Eh bien, la figure ensanglantée, elle la met debout et elle nous a obligés remplir le train, courir le vider, courir le remplir. Et le soir, le travail s'arrête à 18h. À 18h, on rentre dans la baraque. Et celles qui n'avaient pas été travaillées étaient en train de papoter. Elles nous voyaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tombés? Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben non, on n'est pas tombés. On a expliqué ce que ça voulait dire de travailler. Après, on a compris, c'était recevoir des coups comme ça, c'était très très rare, mais ça arrivait quand on avait mal travaillé ou quand on était pris à ne pas vouloir, on croit être planqué et puis en fin de compte on vous surveille. Du coup, après ça marche. Je suis restée bien. Alors, au début, on est en quarantaine. Maintenant, on sait ce qui va nous arriver. On sait ce qui nous attend, que le camp de travail, ça va être le bagne. Et on va passer du camp de quarantaine au camp de travail. Et là,
en principe, le travail que vous allez avoir à faire, vous le faites jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à... Moi, j'étais au commando, je vous ai dit, au sein du commando, j'ai cassé des pierres, j'ai fait des routes, j'ai installé des rails, mais il y en a qui avaient des commandos plus agréables où elles pouvaient se débrouiller. Quand on rencontre des camarades après, la première chose qu'on demande quand on rencontre des camarades qui ont été déportés, on ne raconte pas qu'est-ce qu'on a souffert, tu te rappelles? Non, on ne parle pas de ça. Où est-ce que tu as été libéré? Et justement, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans après, je suis chez quelque part et on m'apprend qu'une des personnes parmi les invités est comme moi déportée. Naturellement, la curiosité, peut-être que je la connais, on me la présente. Alors, où est-ce que tu as été libérée? Alors, elle me dit où elle a été. Ah, ben, moi aussi, j'ai été là. Et mais qu'est-ce que tu faisais comme travail? Alors, elle me dit, je sais plus, ça finissait par rail. Alors, rail, ah ben moi aussi, j'ai posé des rails. Non, non, ah voilà, c'est ça, VB rail. Alors, VB rail, c'est une histoire de train. Ah ben oui, ben moi aussi, j'ai installé des rails. Non, 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 la VB rail, c'est pas du tout ça. La VB rail, et elle m'explique que c'était tous les matins, on l'amenait dans un atelier, il y avait un établi, il y avait un clou sur cet établi, et elles allaient tous les matins, le groupe qui travaillait dans la Weberei avait des bandes de tissu et elles devaient faire des tresses. Alors, Weberei, c'est des tresses, et ces tresses, il fallait faire un certain métrage. Le soir, la capo venait contrôler si, en tirant sur les tresses que les déportés avaient fait, la tresse, si c'est large, elle va se défaire, eh bien la fille recevait des coups et le lendemain, elle devait faire un métrage en plus. C'était terrible aussi, mais alors voilà, pour moi, Weberei, c'était le train, et elle, c'était des tresses. Alors, il paraîtrait que ces tresses, c'était quand un avion s'enlisait dans la neige ou dans la terre pour permettre de rouler sur le... Voilà, c'était ça la Weberei. J'ai travaillé à Birkenau jusqu'en novembre 44. En novembre 44, j'ai la chance d'être là quand des patrons d'usine ont besoin de personnel. Là, les Allemands perdaient la guerre, ceux qui étaient capables de tenir un fusil étaient sur le front, mais par contre, les usines, il fallait qu'elles marchent. Eh bien, comme ils n'avaient plus de personnes dans les usines, ils ont pris les déportés. Et j'ai eu la chance d'être choisi pour aller travailler en usine à Ragoun, à côté de Leipzig. C'était vraiment une très grande chance parce que le patron de l'usine, naturellement, savait qu'on était juif. Donc, quand on est arrivé, je me souviens, pour travailler le matin, il nous a prévenu, vous êtes juif, vous n'aurez pas le droit de rentrer à la cantine, dans la salle de la cantine où les ouvriers vont manger. Vous mangerez, vous, que le soir dans vos baraques. On connaissait cette histoire de juifs, pas juifs, donc il fallait bien l'accepter. Et on va travailler jusqu'à midi, 1 heure, c'est l'heure du déjeuner, les ouvriers étaient venus avec leurs gamelles, ils avaient mangé, ils avaient repris leur travail, et nous, normalement, on n'avait pas le droit de rentrer dans la cantine. Mais le contremaître, qui est un brave homme, a pitié de nous et il nous accorde un petit moment de repos dans cette cantine. Moi, Ginette, le repos, c'est dormir. Il y a un banc, je m'assois et vas-y, je pique du nez. Mais des camarades, c'est pas du tout ça. Elles sont là pour essayer de trouver un peu de nourriture. Alors, il y avait la cantine. Peut-être que par terre, il y aura un petit bout de quelque chose, peut-être un petit bout de légumes, peut-être un petit bout d'os, on sait. Et en cherchant comme ça,
il y en a une, elle découvre la poubelle. Et dans la poubelle, des ordures, des épluchures. Oh là là, des épluchures. Elle prend le seau, elle le met sur le banc qui est là, et maintenant, vas-y que je te goinfre avec. Mais les autres copines, quand elles ont vu ça, tu crois pas que tu vas manger tout seul ce qui est dans la poubelle? Elles sont là autour à se battre. Mais moi qui dormais, naturellement, je me réveille et je vais les retrouver. Et les ouvriers, quand ils ont vu qu'on se battait pour leur poubelle, ils n'en revenaient pas. Ils nous voyaient en mauvais état, mais ils pensaient qu'on était sales, ils pensaient qu'on était juifs. Donc, eh bien, après, je me souviens, je travaillais avec une Hongroise, on aidait un vieil Allemand à, je sais pas, on mettait sur sa machine une espèce de plaque en métal, et lui, avec son outil, une espèce de levier, la plaque qui était toute pleine, eh bien, ça flambait, ça représentait comme un pare-choc, je ne sais pas à quoi ça servait. En attendant, ce brave vieil Allemand, tous les matins, il nous mettait un petit bout de pain. Quelquefois, c'était que du pain, mais quelquefois, il avait un petit bout de fromage, un petit bout de viande. Eux aussi, c'était les restrictions. Et si je suis là, moi, je pense que je le dois à ce monsieur. Alors, on a travaillé comme ça jusqu'en avril 1945. En avril 1945, les Alliés, c'était les Anglais approchant. Les nazis nous ont embarqués avec eux en train. Nous, on s'est toujours déplacés en train, on n'a jamais fait la marche à pied. On est en train, on est enfermé dans les wagons, un peu moins que quand on est parti de Paris, mais avec aucun confort, même pas de la paille, rien, même pas un sou pour faire ses besoins. Le train s'arrêtait à tout bout de champ pour laisser la place aux trains prioritaires, les soldats, les armes. Et quand il y avait une alerte, les soldats allaient se mettre à l'abri, nous on restait sur les voies de garage. On a mis peut-être une petite semaine alors qu'on aurait dû mettre un jour ou deux. Dans les wagons, vous aviez des femmes qui mouraient tous les jours, il y en avait une ou deux mortes. Il y avait celles qui n'acceptaient pas d'avoir des mortes à côté d'elles. Malgré leur faiblesse, elles les traînaient jusqu'à l'endroit du wagon où les corps s'entassaient. Moi, je suis à côté d'une dame. Premier jour, on ne se parle pas, je ne sais même pas qui elle est, si elle était française ou pas. Elle est à côté de moi, elle s'était bien. Deuxième jour aussi. Le troisième jour, elle commence à un moment donné à me tomber sur l'épaule. Je la redresse. À peine je l'ai redressée, elle me retombe sur l'épaule. Alors 2 fois ça va, mais 3 c'est trop. Je la secoue et du coup elle est complètement tombée sur moi. Elle ne dormait pas, elle était morte. Dans le wagon, personne n'a su que Ginette, la dame qui était à côté d'elle, était morte. Pas folle, Ginette. Si les nazis ne nous tuent pas, ça veut dire qu'ils ont une idée derrière la tête. On va servir comme monnaie d'échange. Donc, s'ils veulent qu'on serve comme monnaie d'échange, ils vont quand même nous donner à manger un jour. Hein. Eh bien, moi, je dirais, ma copine, elle dort. Il faut me donner sa part. Voilà. Pour moi, une mort, c'était pas triste. Au contraire, c'était une ration supplémentaire. Et puis, je ne sais plus du tout comment que ça s'est passé après. On s'est retrouvé à Theresienstadt, où j'ai été libéré. Moi, je n'ai pas été rapatrié en mai 1945 comme tous les déportés. Je suis rentré qu'en juin. Pendant 1 mois, on m'a soigné. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'on a fait. J'étais très, très, très fatigué, très, très, très faible. Mais je pensais que c'était à cause de la déportation. Non, j'avais attrapé le typhus. Donc, le typhus est une fièvre qui est très, très, très élevée. Vous êtes abouti dans le coma, c'est ce qui s'est passé. Donc, je ne me rappelle de rien.
je suis à l'hôpital et je sors de ce coma. Je ne suis pas toute seule, il y a une autre Française avec moi. On apprend qu'il y a un camion qui va rapatrier les Françaises. Le camion, on s'est retrouvé dedans. Comment qu'on a fait, je n'en sais rien. On était toutes les deux, mais c'était le mois de juin, en tenue de pyjama. On va dormir en cours de route dans un château. On va reprendre le camion et il va nous emmener à un aéroport. C'est à Pilsen ou Pilsen, c'est à côté de Prague. J'ai fait le baptême de l'air sans me rendre compte que j'étais dans un avion. On va atterrir à Lyon. À Lyon, on va aller dans un centre d'accueil. Et là, il faut passer à l'interrogatoire. Ceux qui nous interrogeaient ne se rendaient pas compte que nous étions mortes de fatigue. Ils étaient vraiment, même vraiment très très peu aimables et questionnants et requestionnants et toujours les mêmes questions. À la fin, on est débarrassé des questions. On est dans ce centre d'accueil. Moi, on me dit, prévenez vos familles. Mais moi, je n'ai plus de famille. Tout le monde a été arrêté. On a été dénoncé. Tout le monde, donc, a été arrêté. Je ne les ai pas vus parce que je vous ai dit que le camp... Mais alors, où est-ce que je vais aller? À Paris? À Avignon? Et alors, qu'est-ce que je ferai là-bas? Donc, on me propose de m'emmener à l'hôpital. Je suis d'accord. Dans ce centre d'accueil, j'attends qu'on m'emmène à l'hôpital. Les gens viennent nous voir avec de la nourriture, avec des friandises, avec de l'argent. Mais il y en a aussi qui amenaient des photos. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous l'avez croisé? Il y a une dame qui a une photo dans la main. Elle s'approche de moi, elle va me la montrer, sa photo peut-être. Elle s'arrête, elle me regarde. Mais t'es une fille Charkowski, toi? Oui, je me rappelle de mon nom, je m'appelle Charkowski. Oui, je suis une fille Charkowski. Cette dame me tutoie et m'apprend que ma mère et mes sœurs n'ont pas été arrêtées et même elles ont récupéré l'appartement que nous avions à Paris. Vous pensez bien que l'hôpital m'attend encore. À l'époque, il fallait toute une nuit pour aller de Lyon à Paris. J'arrive à Paris, gare de Lyon, le matin, je veux aller chez moi. Non, pas le droit. Il faut aller dans un centre d'accueil très important qui a été créé dans un hôtel de luxe qui s'appelle l'hôtel Lutetia. Donc, je suis dans cet hôtel de luxe. Là encore, questions, re-questions et tout. Enfin, on me dit, prévenez vos familles. Mais ma famille, moi, quand j'étais à Lyon, déjà, puisque j'avais appris qu'elles étaient vivantes, j'avais déjà, à Lyon, appris que j'allais aller à l'hôtel du Tessia. Donc, j'avais dit qu'on vienne me chercher à l'hôtel du Tessia. Eh bien, j'ai répondu aux questions. Mes sœurs ne sont pas là. Je n'ai pas la patience d'attendre qu'elles arrivent. Il y avait des autobus qui nous amenaient dans les lieux où on voulait aller. Je me rappelle de mon quartier, je prends l'autobus qui m'y amène, je suis dans la rue, elle a changé de nom. Avant, c'était la rue d'Angoulême, et bien maintenant, elle s'appelle la rue Jean-Pierre Timbaud, c'est un résistant. Je suis devant l'immeuble, maintenant, je ne pourrais plus faire ça. Les portes cochères sont fermées et il y a des codes. Là, ce n'est pas le cas, cette période-là. La porte cochère est ouverte, je rentre dans la cour, la concierge, c'était celle qui était là il y a 3 ans. Elle croit me reconnaître. Ah, Gilbert! Ben non, c'était pas Gilbert. Malheureusement, Gilbert est parti en fumée. Mais c'était Ginette. Gilbert aurait eu 13 ans et demi. Moi, j'en avais 7 de plus. Mais j'avais pas de cheveux. Sur le dos, c'était l'été. Et j'étais en tenue de pyjama, mais d'hôpital, et on m'avait mis sur le dos une veste de soldat, donc pas de cheveux, une veste de soldat en pyjama. Elle me prend pour un garçon, c'est Gilbert. Non, c'est pas Gilbert, c'est Ginette. Elle me dit, ta mère t'attend. Je monte, c'est ma mère qui ouvre, on est dans les bras l'une de l'autre. Moi, c'est sûr,
si je pas pleurer, ça c'est sûr. Moi, je sais plus pleurer depuis longtemps. Hein. Mais par contre, ma mère, est-ce qu'elle a pleuré? La surprise, peut-être, à l'époque, il n'y avait pas la télévision. Donc, les personnes qui n'allaient pas au cinéma, aux actualités, ils montraient comment les déportés arrivaient. Mais comme ma mère n'allait pas au cinéma, elle ne savait pas comment les déportés arrivaient. Est-ce que ça l'a choqué de me voir comme j'étais? Je n'en sais rien, et je n'en saurais jamais rien non plus d'ailleurs, parce que ma mère m'accompagne jusqu'au canapé qui est dans le fond de la pièce. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Demain matin, on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. Maman, des nouvelles de papa Gilbert. Vous vous rappelez, dès que je suis arrivée, je les ai fait monter sur le camion, ils ont été assassinés. Non, maman, tu n'auras jamais de nouvelles de papa et de Gilbert. Ils ont été assassinés, on les a gazés, on a brûlé leur corps. Qu'est-ce que ça veut dire, gazer? Je ne sais pas, mais brûler leur corps, c'est pas possible. C'est pas, voilà, j'ai comment que j'ai appris à une mère, à une épouse, qu'elle les reverra. Mais j'ai jamais eu de remords, jamais, jamais, jamais. Ma mère, on est restés ensemble pendant 8 ans. Jamais ma mère m'a dit une seule fois, tu te rends pas compte comment tu m'as appris que je reverrai plus ton frère ni ton père. Non, c'est vrai que je me suis jamais rendu compte. Et puis ma mère est décédée. J'ai 1 an, 2 ans, je rencontre un jeune homme, on se plaît, on se marie, et c'est seulement quand j'ai eu mon fils dans les bras que là j'ai eu des remords. C'est-à-dire 10 ans après. Bon, je vous ai raconté mon histoire, je n'aurais de quoi raconter. À vous de poser des questions, si vous en avez. Non, les applaudissements, si vous voulez des applaudissements, c'est moi qui vais les faire. Pourquoi? Parce que à partir de maintenant, vous allez être des passeurs de mémoire. C'est vous qui allez raconter aux autres ce que vous avez attendu pour que plus jamais ça ne revienne. Alors, par contre, allez-y, des questions, je vous écoute. Si vous en avez, naturellement. Ah ben, il n'y en a pas. Allez-y, n'hésitez pas, levez la main. Vous n'avez pas de questions? Oui. Comment avez-vous réussi à vous réintégrer dans la société après tout ce que vous avez vécu? Bon, dans la société, c'est pas le mot. Dans ma famille, déjà. Hein. Parce que j'ai eu la chance de retrouver ma mère et surtout mes sœurs. Ma mère, si j'avais été qu'avec ma mère tout seul, ma mère ne s'est jamais remise de l'arrestation de son mari ni de son fils, et encore moins apprendre qu'elle n'y reverrait plus. Mais mes sœurs, c'est pas pareil. Mes sœurs ont été privées pendant toute la guerre de plaisir, et donc, excusez-moi. Elles se sont retrouvées maintenant libérées. Pour elles, elles veulent vivre en pleine dent. Elles croquent dans la vie en pleine dent. Elles ne pensent qu'à s'amuser, qu'à rire, qu'à chanter, qu'à voir des copains, des copines. Donc, quand je suis arrivée, elles auraient pu dire à leurs copains, leurs copines, fini les réunions chez nous, maintenant on les fera ailleurs. Ginette est arrivée, elle a souffert, alors fini ça. Eh bien, pas du tout. Elles ont continué à recevoir leurs copines, leurs copains. Et moi, en arrivant, j'ai connu l'ambiance de jeunes qui étaient. Et merci à mes sœurs, justement, d'avoir été comme ça. Moi, tout de suite, j'ai été, et comme j'ai un caractère qui aime bien rire et tout, eh bien, je ne me rappelle pas du tout avoir eu des problèmes pour me remettre dans une vie normale. La seule chose que j'ai eu du mal à me remettre, c'était pour la nourriture.
Ça, oui, pendant longtemps et encore maintenant, même la nourriture, c'est sacré. Moi, on ne gaspille pas. Une autre question? Voilà, je parle de trop, alors les questions, vous avez des réponses. Ou bien c'est peut-être l'heure du casse-croûte. Pas encore. Pas encore. Ah bah voilà. Comment vous faisiez pour communiquer que vous n'étiez pas des mêmes nationalités? Comment vous communiquiez avec les autres déportés comme vous n'étiez pas des mêmes nationalités? On ne se parlait pas. On ne se parlait pas. Même en parlant la même langue, on ne se parlait pas. À Birkenau, on ne se parlait pas. J'ai dormi dans les... Vous vous rappelez que les niches où on dormait, on était 6 par niche. Alors il y en avait 6 au-dessus et il y en avait 6 en dessous. Eh bien, on était 6, donc tous les soirs, on se retrouvait pendant des mois à dormir ensemble. Eh bien, je ne suis même pas capable de vous dire avec qui je dormais. Alors que tous les jours, on était ensemble. On était devenus des êtres inhumains, égoïstes, on n'était plus des êtres humains. Dès qu'on avait un pied dans Birkenau, enfin, tout au moins pour moi. Moi, c'est ça ma réaction, vous voyez. Je pensais à rien, j'étais, voilà. Je me demande même si une mère partageait son repas avec sa fille et une fille avec sa mère. Un jour, le premier jour, peut-être, parce qu'on pense que demain, on aura pareil, donc on mangera plus demain. En fin de compte, comme on mangeait pas du tout, il n'y avait rien à manger, eh bien, je crois que chacun pour soi. Oui. Encore bien heureux quand encore vous aviez vos camarades qui ne prenaient pas votre ration. Parce que malheureusement, j'ai la conscience pour moi, je n'ai jamais touché à une ration de camarades, mais par contre, moi, j'avais l'habitude de garder toujours quelque chose pour le lendemain matin. Alors, ne serait-ce qu'une petite miette de pain, mais je la gardais et je couchais dessus. Eh bien, combien de fois, le matin, croyant retrouver ma petite miette de pain, eh bien, alors on ne dit pas voler, on dit organiser. On m'avait organisé ma petite miette de pain. Peut-être pas les voisins qui partageaient ma koya, mais celles qui m'avaient vu dormir dessus. Est-ce que vous pensez pouvoir retourner à Birkenau? Je me demande si vous pensez pouvoir retourner à Birkenau. Comment? Si vous pensez pouvoir retourner à Birkenau. Mais j'y suis retourné. Mais j'y suis retourné en touriste. Pas pareil. Hein. C'est pas la même chose. Et je trouve que tout le monde devrait y aller. Parce que naturellement, c'est pas du tout le Birkenau que l'on a connu. Mais pour montrer ce que des êtres humains peuvent faire quand on a la haine de quelque chose ou de quelqu'un. C'est pour ça d'ailleurs que je parle beaucoup dans les établissements scolaires, pour que vous vous rendiez compte que jusqu'où peut mener la haine. Parce que tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a subi, les millions de personnes qui sont mortes à cause de cette haine, c'est la haine qui a conduit Hitler à faire tout ce qu'il a fait. Alors voyez, attention, quand vous dites j'aime pas cela, j'aime pas cela, j'aime pas cela, eh bien c'est un pied dans Auschwitz. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais on doit laisser vivre tout le monde. On a tous le droit d'avoir une couleur de peau différente, une religion différente. On a tous le droit. Vivons dans la religion que nous aimons, sans obliger l'autre à faire ce que vous faites. Ça vous a pris combien de temps pour vous habituer à une vie classique avec des portions de nourriture normale, de l'hygiène? Elle vous demande combien de temps ça vous a pris de retrouver une vie à peu près classique. Non, moi ça a été très rapide. Je vous ai dit pourquoi. Parce que j'ai eu la chance de retrouver mes sœurs. Alors là, je peux vous dire que vraiment ça pour moi,
très très rapidement, j'ai eu envie de chanter, j'ai eu envie de rire et tout. Seulement, comme j'avais pas de cheveux et que ça c'est plus long, j'ai pensé à la déportation pendant encore quelque temps. J'ai des photos de moi où je viens, ça fait un mois que je suis là. Quand je suis arrivé, je pesais 26 kilos, et ben un mois après, j'en fais 50. Et puis, 2 mois après, j'en faisais déjà 70. Et puis alors, un an après, alors là, c'était affreux. Parce que je mangeais, je mangeais, je mangeais. À l'époque, quand on est rentré dans les camps, dès que j'étais dans les camps, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, mes règles se sont arrêtées. Donc ça a été très long à revenir. Donc je suis restée pendant très longtemps à avoir un problème circulatoire. Donc j'étais énorme. Et alors là, au début, on disait pas on parlait pas de dépression nerveuse, mais quand je me suis retrouvée énorme et puis pas de cheveux, et j'étais quand même une jeune fille, et mes sœurs étaient jeunes et coquettes et belles, et moi à côté, ce problème-là, eh ben, j'ai commencé à faire une dépression nerveuse. À l'époque, on disait mauvais moral, mais tout ça c'est revenu très rapidement, et j'ai eu de la chance. Oui. Je pensais au jeune homme là. Avez-vous pardonné les actes des soldats allemands ou éprouvez-vous encore de la colère envers eux? Avez-vous pardonné les actes des soldats? Vous êtes fous! Qui est-ce qui parle de pardon? Mais Moi, si je- vous éprouvez encore de la colère, sinon. J'ai pas entendu. Est-ce que vous les avez pardonnés ou est-ce que vous éprouvez Mais- encore de la colère? Alors, je sauterai sur la personne qui parle comme ça. On tue votre père, on tue votre mère, on tue vos enfants, et puis, pardon. Et vous voulez pardonner ça, vous? Vous le feriez? Eh bien, moi, jamais. Jamais, jamais, jamais. Par contre, je fais une grande différence entre les Allemands et les nazis. L'époque que j'ai vécue avec ces nazis qui ont fait ces choses affreuses. On a tué des bébés, vous avez des mamans qu'on a aidées à accoucher, on leur a montré leur bébé, et une fois qu'on a bien montré leur bébé, devant eux, on a fracassé ces bébés contre les murs, et vous voulez pardonner, vous? Jamais. Jamais, jamais, jamais pardon aux nazis. Jamais. Mais par contre, je fais une différence entre les nazis de l'époque hitlérienne et les Allemands de maintenant. Cette histoire que je vous raconte a eu lieu, pour moi, c'est hier. Mais en réalité, elle a eu lieu il y a 78 ans. Donc vous avez, j'ai des messieurs qui ont 78 ans. Ils m'ont rien fait. C'était des bébés, ils étaient à peine nés. Je vais leur en vouloir. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. Donc, les Allemands de l'époque après Hitler, il n'y a pas de raison que je leur reveuille. Ils ne m'ont rien fait. Mais les nazis, ah non. Pas de pardon à aucun nazi. Mais maintenant, ils ont mon âge, tous ces vieux nazis, et j'espère que aucun ne mourra tranquillement dans son lit. Oui. Est-ce que vous avez rencontré d'anciens camarades déportés après votre... Non, je ne vous entends pas. Hein. Est-ce que vous avez rencontré d'anciens déportés après votre retour? Ah ben oui, j'ai eu la chance de retrouver le petit groupe d'amis que je m'étais fait à Drancy. Mais maintenant, ils sont tous morts. Et des déportés, j'en fréquente parce que je fais partie d'une association, mais je ne les connais pas. Ce sont des camarades de déportation, mais ce ne sont pas des amis. Mais les amis, j'en ai plus. Elles sont toutes mortes. Mais je ne les ai pas retrouvées dans le camp, à part une qui s'appelait Marceline,
mais je les ai retrouvées après. On a eu la chance de se retrouver toutes. Mais après, bon, ben, les gens, on s'est mariés. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui sont partis à droite, à gauche. Non, j'ai pas vécu avec, sauf une qui s'appelait Marceline. Est-ce que vous avez rencontré Simone Veil? Oui, j'ai rencontré Simone Veil. Alors tout le monde me parle d'elle. Si elle n'avait pas été c'était pas appelée Simone Veil, si elle n'avait pas été ministre, je suis sûr que cette histoire n'aurait pas fait de bruit. Mais du fait qu'elle était ministre, tout le monde l'a connue. Et je reconnais que c'était une femme extraordinaire. Mais quand je l'ai connue dans le camp, elle était comme tout le monde. Alors, c'est sûr qu'elle était belle, mais je peux vous garantir qu'il y avait des jeunes filles aussi belle qu'elle, mais elle a eu la chance qu'une capot qui avait cependant une réputation d'être très 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 méchante, et on travaille ensemble, on fait une corvée, je ne sais plus ce qu'on faisait, mais il pleuvait très 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 fort. Cette capot qui est pendant une réputation très mauvaise, à pitié de nous, on passe devant un mirador qui est ouvert. Il pleut tellement fort qu'à un moment donné, elle nous permet de nous mettre à l'abri. Alors, ce mirador est en réparation. Je me rappelle, il y avait de la laine de verre par terre. La laine de verre, ça pique. Hein. Mais on est debout à l'abri, et puis comme on est debout à l'abri, qu'on est fatigué, eh ben, on a l'idée de s'asseoir. On s'est mis dans les bras l'une dans l'autre, et puis la chaleur aidant, on s'est endormi. La capot, qui n'a pas du tout envie que l'on dorme, nous fait sortir. On est coincés toutes les deux dans la porte. Elle ne me voit même pas, la capot, elle en a que pour Simone. Ah, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. J'ai encore dans les oreilles, c'est trop belle. Tu vas pas rester habillée comme ça. Je vais t'amener des affaires et puis je vais te faire changer de camp. Tu iras dans un endroit qui sera moins dur. On vient d'arriver, on ne connaît pas les lois, on ne sait pas qu'on ne va pas parler. Ah non, vous voulez me donner une robe, madame, je veux bien, mais je ne veux pas changer de camp. Je suis avec ma mère et avec ma sœur. Je veux rester avec elle. Cette capot qui a cette réputation aurait dû dire à Simone, mais dites donc, mademoiselle, où est-ce que vous vous croyez? Je vous donne un ordre, vous l'écoutez, vous m'obéissez, votre mère, votre sœur feront ce qu'elles voudront, mais vous allez faire ce que je vous dis. Eh bien, pas du tout. Cette capot qui est tellement méchante, eh bien, devant Simone, devant sa beauté, a fondu. Eh bien, tu partiras avec ta mère et ta sœur. Alors, en fin de compte, elle lui a donné. J'ai toujours été étonnée que Simone me donne une robe alors qu'il y avait sa mère et sa sœur. Et quand j'ai lu les souvenirs de Simone, c'est pas une robe. Elle lui en avait amené plusieurs et Simone m'en a donné une. Et cette robe, alors à un moment donné, je la décrivais, cette robe, je la voyais à petits carreaux bleu et blanc. Et puis après, à un moment donné, j'ai dit, je crois que j'invente. Je crois que c'était une robe que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune fille. Alors j'ai arrêté de décrire la robe parce que je ne me rappelle pas du tout comment elle était. Et je sais que cette robe, ça m'a fait comme un bol de vitamines. D'un seul coup, j'avais perdu le moral. Je ne savais pas qu'en disant à mon père et à mon frère de monter sur les camions, que je les avais envoyés à la mort. Mon neveu, j'avais appris que quand on avait moins de 15 ans, on nous tuait. Au fait, j'ai les dit là? Oui. Je les ai fait? Ah oui. Ah d'accord. Bon. Vous avez commencé avec Ah ça, bon, je d'accord, pense. oui, mais je me rappelle plus là. Donc, je savais que mon neveu aussi était mort, donc j'avais mauvais moral. Eh bien, cette robe, ça m'a fait du bien. Et peut-être que si j'avais pas eu cette robe, je serais tombé dans la dépression. À l'époque, c'était pas une dépression, mais quand on perdait le moral dans les camps, c'était la mort. Hein.
Un événement que vous avez plus particulièrement marqué pendant cette période. Est-ce qu'un événement vous a plus particulièrement marqué pendant cette période? Non, non, à part la nudité, c'est tout. Il n'y a pas de... Ça, la nudité, ça a été terrible. Le premier jour, même pas le premier jour, les premières minutes. Parce que malheureusement, on s'habitue à tout, très vite. Et la nudité, si ça m'a choqué les premiers instants où j'étais nu, après, on était toujours nus devant tout le monde. C'était fini, ça, d'être plus gêné. On s'habitue à la crasse, on s'habitue. Et la faim, on a du mal à s'y habituer, mais l'estomac se resserre aussi, quand même. Peut-être une dernière question. Oui, Thomas? Allez. Après que vous ayez été libéré, quel a été votre sentiment? Est-ce que vous étiez plutôt soulagé? Vous aviez peur de ne pas retrouver des membres de votre famille? Quel était votre sentiment à votre libération? Est-ce que vous étiez soulagé ou Non, encore non, apeuré? non, j'avais pas de sentiment. J'avais plus. J'étais trop faible pour avoir quoi que ce soit comme sentiment. Le jour où j'ai appris que la guerre était finie, j'ai pensé qu'à une seule chose, la guerre est finie, mais je suis très malade, je vais certainement devoir rentrer à l'hôpital pour me faire opérer, et je me voyais sur la table d'opération dire au chirurgien, pendant que je suis endormi, enlevez mon numéro. Je n'avais pas honte d'être arrêté et d'être tatouée pour montrer que j'étais juive et tout. C'est pas ça. C'est parce que je ne voulais plus penser, plus parler de cette période. Donc, on voit rien, on sait rien, eh bien, il n'y a plus de preuves, et bien voilà, on n'en parlera plus. Et puis, je suis resté, je ne me suis jamais fait opérer, mon numéro est resté pendant très, très, très longtemps sur mon bras, toujours caché. J'avais jamais les bras nus. Alors, en plein été, naturellement, si j'étais à la plage, si j'allais à la piscine, je mettais un petit pansement sur mon numéro, donc on ne le voyait pas. Et l'hiver, j'avais des manches. J'ai choisi comme métier de faire les marchés. J'avais déjà commencé pendant la guerre, et puis c'était pas désagréable, et du coup, j'en ai fait mon métier. Donc, bien longtemps après, c'est l'été ou printemps, je travaille avec une blouse, et la blouse a des manches 3/4 assez larges, et je rends la monnaie à une cliente, elle aperçoit les chiffres de mon numéro. Vous aviez peur d'oublier votre numéro de téléphone? Mais c'était une histoire qui était depuis vieille. Et cette femme n'était pas jeune. Elle avait une 60aine d'années. Mais j'étais outré. Quoi? À son âge, elle me parle de numéro de téléphone, mon numéro de matricule. Mais je croyais que tout le monde était au courant de cette période. En fin de compte, même encore maintenant, je suis certaine qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant de ça. Et moi-même, d'ailleurs, pour moi, tous les déportés de tous les camps avaient des tatouages, des numéros sur le... Eh ben non, pas du tout. Il n'y a qu'à Birkenau qu'on tatouait. Vous voyez, moi-même, il y a des choses que je ne savais pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours laissé mon numéro, tout le monde le voit. Et encore maintenant, je vous parle de cette histoire qui est très très vieille. Jamais, dans le métro, dans l'autobus, j'ai les bras nus, on voit mon numéro. Jamais personne ne m'a dit, Madame, je vois que vous avez un numéro sur le bras, ça veut dire que vous avez été dans les camps. Je crois que très peu de personnes ne sont au courant de ça. Alors oui, maintenant, vous, les jeunes, ça fait quand même quelques années déjà qu'on va dans les
écoles et qu'on raconte notre histoire. Alors oui, vous savez que les juifs ont été tatoués, mais les déportés non-juifs n'ont pas été tatoués, eux. Ils avaient des matricules sur des bandes de tissu qu'on cousait sur leurs vêtements, mais ce n'était pas dans la chair. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le tatouage qui est sur les bras, il y en a qui pensent que, bon, bah, il y en a qui font des dessins, elle a mis un numéro, bah, elle est excentrique, et puis peut-être aussi que c'est mon numéro de téléphone. Il y en a peut-être encore qui pensent ça. En tout cas, je me rappelle toujours, je vais dans un groupe de 3e âge, on est en vacances, tout le monde, il y avait ce groupe, était un groupe assez désagréable. Ils étaient toujours en train de... Il faut reconnaître qu'on n'avait pas beaucoup de... On était éloignés du centre de ce camp de vacances. On nous servait... C'était toujours froid parce qu'on était éloignés du buffet. Quand il pleuvait, eh ben, le toit laissait passer des... Alors c'est vrai qu'on n'était pas très, très bien logés. Mais bon, c'était acceptable. Et puis, il ne fallait pas se plaindre quand même. On ne payait pas cher. Donc, ce soir-là, sans arrêt, les gens râlaient. Et à côté de moi, il y a une dame, je dis, ah ben s'ils avaient été... C'est rare. C'est même jamais que je dis des choses comme ça. Mais là, de ce jour-là, moi-même, peut-être que j'étais un petit peu irrité parce que c'est vrai, quand il n'y a pas de soleil, c'est pas agréable. Donc, je les entendais râler et je dis à cette dame à côté de moi, oh ben s'ils avaient été à côté où j'ai été, ils râleraient un peu moins. Alors, elle me dit, bah, où c'est que tu as été? Je dis, t'as pas vu mon numéro? Bah, il y en a qui mettent des dessins, toi t'as mis un numéro, elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant et j'étais étonné qu'elle ne soit pas au courant. Pour moi, tout le monde. Et des gens, il y a des personnes qui ont vécu en campagne, la guerre ne les a pas touchés personnellement, alors c'est vrai qu'il y en a qui n'étaient pas au courant. Maintenant, vous avez écouté, vous allez parler à vos parents, ça fait déjà pas mal de personnes qui sont au courant, ça fait quand même maintenant bien, je dis 40 ans, mais je ne sais même pas quoi. Quand est-ce que c'est qu'il y a eu la liste de Schindler? Fin des années 90. Bon, alors, au moins, depuis les années 90, je parle beaucoup, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, donc beaucoup de personnes sont au courant. En tous les cas, vous, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez, je pense, en parler peut-être à vos familles, et bien au moins, vous allez être... Ce que je compte surtout sur vous, c'est que vous allez devenir des bons passeurs de mémoire. Parce que je viens raconter mon histoire, pas pour vous faire pleurer, je n'ai pas besoin de vous faire pleurer, mais simplement pour que vous deveniez à votre tour des passeurs de mémoire. C'est quand on en parlera beaucoup que des choses comme ça n'arriveront plus, j'espère. Et je compte sur vous pour être des bons passeurs de mémoire. Merci. Voilà, je vais parler de témoignage affectionné. Quelle heure il est? 11h30. Ah ben voilà. Habituellement, les élèves commencent à bouger. Alors je me dis, tiens, s'ils bougent, c'est commencé l'heure du casse-croûte. Je vois que vous êtes là. C'est l'heure du casse-croûte et vous êtes encore assis. Ben bravo. Et ben bon appétit. Et soyez des bons passeurs de mémoire. Mes camarades qui n'ont pas eu ma chance, et moi, on vous demande d'être des bons passeurs de mémoire. Ah oui, d'accord. Madame Kolenka nous propose de faire quelques dédicaces. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez venir auprès du bureau. D'accord ? Vous faire même quelques photos. Si vous voulez, si vous trouvez que je suis... Ça vaut la peine d'être... Bonne chance,